Donc ce que je vais faire tout simplement, c'est poser en priorité les questions qui ont été le plus souvent votées comme étant les plus pertinentes. Donc n'hésitez pas pendant la présentation à faire évoluer la hiérarchie de ces questions. Initialement, comme j'avais peur qu'il n'y ait pas trop de questions, j'avais prévenu nos invités que j'allais en gros poser 3 catégories de questions. Une plutôt sur personnellement, au niveau de l'exploitation ou des exploitations suivies sur le terrain, quels avaient été les itinéraires techniques qui avaient permis de faire face aux défis posés par cette pression parasitaire assez forte. La deuxième question, c'était plutôt comprendre un petit peu les outliers, le cas où on a un vignoble en bio qui s'en sort bien alors qu'autour il s'en sort pas, ou bien inversement, quand on a, comme on l'a lu dans la presse, des châteaux qui préfèrent se déconvertir du bio pour repasser sur du conventionnel. Quel est leur ressenti par rapport à ça? Et enfin, la dernière question, c'était plutôt de traiter de l'effet même des stratégies qui se veulent plus respectueuses de l'environnement, mais de l'effet des métaux lourds dans le sol. Donc ces questions ont été posées d'une manière encore plus explicite que moi. Donc je pense qu'on va d'abord laisser à nos invités se présenter chacun à tour de rôle. Peut-être à bâton rompu, écouter leurs témoignages sur ces 3 grands thèmes que j'avais posés en préliminaire, et ensuite, de manière systématique, adresser les questions par ordre de préférence. Donc, sans plus tarder, voilà, je vais vous laisser vous présenter, peut-être en démarrant par toi, Richard. Bonjour à tous, merci à Fouet Sciences pour son invitation. Donc moi je m'appelle Anne Calderoni, je suis œnologue de formation, issue de la faculté de Bordeaux, il y a une 20aine d'années maintenant. Et depuis une 15aine d'années, j'accompagne des vignerons, que ce soit à la vigne ou au chai, qui font le choix d'itinéraires techniques qui tentent de s'affranchir le maximum de l'usage de biocides. C'est comme ça que je suis amenée à intervenir pour des itinéraires en biodynamie. Bonjour à tous, Sabrina Pernet. Je m'occupe de toute la partie technique au Château Palmer à Margaux depuis une 10aine d'années. À Palmer, on a fait le choix de passer en biodynamie. Donc c'est des pratiques qu'on expérimente, qu'on a commencé par expérimenter après le millésime 2018 sur la propriété. On a fait le choix de passer 100% du vignoble après le millésime 2013 et on est aujourd'hui dans les démarches de certification AB et biodynamie. Bonjour à tous, alors moi je suis Étienne Lavaux, je suis conseiller viticole bio à la Chambre d'agriculture de la Gironde. Et donc on accompagne des exploitations alors en pré-conversion, en conversion et après une fois qu'ils sont en bio sur l'accompagnement global sur l'exploitation. Donc que ce soit sur les décisions, sur les choix stratégiques au niveau des interventions phytosanitaires, mais plus globalement aussi sur le reste des travaux qui impactent très souvent sur la réussite des itinéraires techniques. Bonjour à tous, Ludovic David, Château Marquis de Termes. Donc moi ça fait 25 ans que je suis à Bordeaux, j'ai travaillé sur la rive gauche et la rive droite. Par rapport au sujet du jour, sur le Château Marquis de Termes, on travaille à la fois dans des programmes bio et en lutte raisonnée. Donc on a un mix de ça, ce qui nous permet de travailler sur des parcellaires différents et des programmes différents et de les mettre en parallèle quant à la fois aux résultats obtenus sur les rendements de récolte. Et sur l'approche, on va dire, respect de l'environnement, sur également les doses de cuivre, sur l'ensemble de ces paramètres. Et on travaille donc avec Richard, qui est à ma gauche, sur l'ensemble de ces programmes. Juste un mot en préambule, parce que ça n'a pas été nécessairement dit ce matin. Je trouve qu'à notre niveau, pour gérer depuis plusieurs années des propriétés viticoles, je pense qu'il n'y a pas d'avenir dans une viticulture, on va dire, respectueuse de l'environnement et dans une pérennité des exploitations agricoles si on n'a pas un facteur rendement, donc une production qui est assurée tous les ans pour faire fonctionner nos entreprises et également être sûr d'assurer les salaires, etc. Donc la notion de rendement, elle est fondamentale. Et ce qu'on évoque quand même à travers ces notions de milieu et ces notions de choix, donc soit en lutte raisonnée, soit en programme bio, c'est cette notion de garantir un rendement qui est économique,
pour l'exploitation viticole. Et évidemment, ce seuil de rendement, il est différent en fonction du prix de vente, que ce soit donc en Côte de Castillon, en cru classé ou dans l'entre-deux-mer. Mais c'est un facteur qu'il faut prendre en considération dans le choix des programmes. Et la notion, évidemment, de respect de l'environnement. Très bien, mais je crois que le plan est bien présenté. Donc Richard Varenterghem, moi je suis ingénieur conseil indépendant. Ma boîte s'appelle RVS Consultant Viticole. Je travaille pour le Château Marquis-Terme, entre autres. On est 6 conseillers, on a une centaine de clients, quelques-uns en bio. On n'est pas spécialisé du tout dans la démarche bio. On est capable d'y répondre, mais on ne sait pas faire trop de miracles dans des millésimes comme celui-là. Vraiment, on pourra en parler. Moi, je ne me sens pas aidé ni compétent pour ça assez aujourd'hui. On a plutôt tendance à mettre en avant des programmes qu'on va appeler raisonnés, qui font la part belle au biocontrôle, qui nous permettent de diviser les doses de cuivre à peu près par 2,5, à traiter moins souvent. Donc il y a aussi des points très positifs à cette démarche-là. Pas de CMR, bien sûr, que des ZNT 5 mètres. Enfin, il y a aujourd'hui moyen, avec la pharmacopée phyto, de travailler dans ces conditions-là. Donc on est très demandeur justement d'échanges avec vous tous et puis les participants ici. Mais moi je trouve aussi, il faut le dire, je trouve aussi très courageux, vu tout ce qui se dit aujourd'hui sur le bio, qu'on puisse avoir des gens qui viennent nous en parler et qui savent de quoi ils parlent. Donc moi je vous remercie déjà d'entrer parce que c'est très courageux, quoi. Voilà. Donc peut-être pour amorcer un petit peu la discussion, et avant de lire les questions de Slido, j'invite aussi l'audience à intervenir, mais est-ce que vous pourriez peut-être, en passant, je sais pas, d'un gradient lutte raisonnée vers un gradient biodynamie, expliquer un petit peu quelles ont été vos stratégies de raisonnement et vos constats d'efficacité ou même vos constats d'impuissance devant les conditions difficiles de cette année? Peut-être, et puis après, j'espère que la réponse va... Bon, donc on a, quand je dis, on a une centaine de clients sur toute la Gironde et puis un petit peu aussi dans le sud-est. Donc déjà, il y a une chose, c'est qu'on n'est pas tous égaux devant le bio, compte tenu des conditions climatiques. Donc ça, il faut en être bien conscient, et on a bien vérifié encore cette année. Même si dans le Midi, sur les Grenaches et compagnie, ils ont eu aussi des surprises qu'ils ne connaissaient pas. Le raisonnement qu'on applique, c'est ce que j'ai appris du temps où j'étais stagiaire à l'ITV aussi, ça remonte un petit peu maintenant, mais c'est vraiment du raisonnement avec des modèles, avec de l'observation de terrain, avec une veille technique et réglementaire la plus poussée. Il faudra qu'on parle quand même de réglementation aussi, c'est important dans cette démarche. Et on a surtout mis en place de façon, mais pas expérimentale, vraiment sur des surfaces importantes. Ludovic en a parlé, il a mis 30 hectares de C40 dans une démarche bio. Bio avec une vraie démarche objective, qu'on n'aille pas croire que je suis orienté d'un bord ou de l'autre. Nous, ce qu'on veut, c'est une démarche objective. Donc, on a des bases de comparaison sur ce qu'on a fait nous, en total partenariat avec nos clients. Et c'est vrai qu'on cherche des points positifs à ce qu'on a pu faire en bio, on ne les trouve pas. Voilà. Donc, je suis vraiment très demandeur on traite moins, souvent. On a dû faire 12 traitements à Marquis-Terme en raisonné et on est à 16 ou 17 en bio. En termes de pertes, on est à entre 5 et 10% en raisonné. Donc déjà, il faut bien dire aussi qu'en raisonné, ça a été compliqué. On est entre 25 et 30 dans des marches bio, donc ça équivaut à peu près une quinzaine d'hectos. Et dans notre panel de clients, nous, j'en ai aucun qui puisse se permettre de tomber à des rendements trop bas. Non, aucun. Donc il est clair que c'est pour nous des risques qu'on ne peut pas prendre et qu'on ne peut pas faire prendre à nos clients. Voilà. Non, juste ajouter une remarque à la limite par rapport à le fait qu'on a pu comparer les traitements. On adhère à ce qu'on appelle le SME, donc à Bordeaux, et à tout ce programme-là. Et on a une étude qui nous est arrivée il y a une quinzaine de jours qui est intéressante avec le cabinet Mérital avec qui on travaille, donc sur tous ces systèmes environnementaux. Et on a eu une étude comparative par rapport au traitement qu'on a mené en lutte raisonnée, donc en respectant l'ensemble des produits biocontrôle et en système bio, de paramètres de écotoxicité pour l'environnement et écotoxicité pour les hommes. Et il se trouve qu'on a des meilleurs rapports en lutte raisonnée qu'en bio. Donc c'est assez intéressant comme démarche. Ça nous a vraiment ouvert, je dirais, la voie sur une réflexion qui va au-delà de l'approche purement bio, de se dire maintenant il faut qu'on raisonne en respect de l'environnement principalement et respect de l'homme. Donc
Donc c'est des éléments nouveaux qui arrivent. Et moi, je voudrais rendre hommage au courage de Basile Tesseron aujourd'hui, donc du château La Fort-Rocher, qui a ouvert aussi une porte avec cette capacité d'ouvrir un vrai débat sur le choix respectueux de l'environnement et le bio ou non bio, ou qu'est-ce qui est demain en fait. D'accord. Donc pour vous qui êtes sur la gauche, plus porté sur d'autres stratégies, qu'est-ce que vous en pensez quand on entend que la lutte raisonnée, elle est peut-être moins toxique? Alors, moi, ce que je peux parler, c'est de mon expérience. Très bien. Donc moi, je suis toute petite. J'accompagne peut-être une dizaine de vignerons dans la région, ce qui est très peu. Ce qui fait aussi que je suis disponible pour aller les voir régulièrement. Nous, en fait, on met en ordre des stratégies très globales de production, quand c'est possible, à chaque fois que c'est possible. Essayer de s'inspirer de modèles qui marchent depuis des millénaires, c'est-à-dire la nature. C'est un modèle d'innovation, pour reprendre le terme de Didier Roux, qui, je pense, est très intéressant. Il faut qu'on se penche dessus davantage, parce qu'il y a une richesse là qui est pour nous, si on se donne les moyens de l'étudier correctement. Donc ça a été une année très mouvementée, très prenante en termes de suivi technique et d'accompagnement. Globalement, on va dire, toutes les stratégies qui vont consister à sécher le végétal sont gagnantes. Voilà. Okay. Donc tout ce qui peut concerner la hâte du séchage du végétal est gagnante. Ça veut dire que les topographies qui sont en inadéquation avec ça sont des modèles qui peut-être à l'avenir ne sont pas pérennes. Peut-être qu'il y a des endroits où la vigne pousse ou ne devrait pas pousser. Peut-être qu'on peut y planter d'autres choses. Peut-être qu'on peut agir sur la biodiversité par ces moyens-là. Très bien. Donc à Palmer, le millésime 2018 a été un massacre, puisque les rendements se terminent à 11 hecto-hectares. Donc je rejoins la problématique de Ludovic. Alors c'est pas parce qu'on s'appelle Palmer qu'on peut se permettre. C'est pas un choix, on l'a pas décidé. C'est un rendement qu'on a subi, évidemment. On n'a pourtant pas lâché le morceau, et même si on s'est vraiment posé la question, c'est-à-dire que, comme je vous l'ai expliqué, on est engagé dans cette démarche biodynamie par conviction que la chimie n'a pas d'avenir. C'est-à-dire qu'on est convaincu aujourd'hui que les consommateurs et globalement la pérennité des terroirs sont remis en cause avec les produits chimiques. Et que c'est pas comme ça qu'on pourra continuer à produire des grands vins. Voilà, c'est nos convictions. On les assume, même si elles ne sont pas partagées par tous. Donc on s'est engagé dans le millésime 2018 avec des pratiques biodynamiques. Devant la pression qui montait tout le mois de juin, début juillet, on a quand même fait un tour des vignes en se posant vraiment la question s'il fallait passer un produit différent de ce qu'on avait fait jusqu'à présent, pour savoir si on pouvait assurer un peu plus la récolte. On estimait avoir encore environ entre 25 et 30 hectos sur pied début juillet. On avait eu l'expérience de 2016 où on finit à 30 hectos, après un millésime aussi avec une grosse pression et où on avait subi des dégâts de mildiou. On avait en 2016, donc comme je vous l'expliquais, on s'en était plutôt bien sorti. Donc avec les prévisions météo, en espérant que la véraison arrive bientôt, on s'est dit, allez, on tient le coup, ça devrait être bon. S'il avait fallu lâcher, de toute façon, il aurait fallu le faire plus tôt. Aujourd'hui, on a déjà perdu. Donc on reste sur notre stratégie et on continue la saison comme ça. Stéphane Becquet l'a très bien expliqué tout à l'heure. Il y a eu une très très grosse attaque de mildiou en juillet, et le mois de juillet est passé sur nous comme un rouleau compresseur, et on a perdu l'autre moitié de la récolte qui nous restait. Le mois d'août étant un peu plus sec a aidé aussi, parce que clairement au 15 août on pensait encore avoir entre 15 et 20 hecto-hectares. Mais finalement, quand on a vendangé, il en restait beaucoup moins, et encore moins quand on a écoulé. Maintenant, la question, est-ce qu'on aurait dû faire différemment si on regarde que le millésime 2018 et si on a une vision à court terme?
Bah oui, évidemment, il aurait fallu faire différemment, parce que 11 hecto-hectares, quand on annonce ça aux propriétaires, même si on vend cher, ils vous répondent tout de suite que c'est une fois, et déjà une fois de trop. Donc clairement, ça ne pourra pas se reproduire. Ça, c'est la vision à court terme. Après, on reste sur nos convictions que la chimie, on n'y croit pas à l'avenir, et donc il faut aller plus loin. Et donc sur le long terme, on pense que c'est plutôt une bonne chose d'avoir tenu le coup, même si on y laisse des plumes, parce que ça nous a permis d'être confrontés à certaines de nos limites. Ça nous permet de remettre en cause notre façon de travailler encore plus, et d'essayer de comprendre ce qui s'est passé, même si on a déjà fait les contrôles des pulvées, même si on a travaillé sur les doses de cuivre, etc., etc. On n'a pas encore forcément la réponse, mais je pense que, pour rejoindre les propos de Anne, je pense que les réponses sont en partie dans la nature. C'est-à-dire que probablement qu'il faut arrêter de lutter contre et essayer de trouver les nouveaux produits qui vont bien massacrer le mildiou au lieu de nous massacrer nous. Et probablement qu'il faut essayer de travailler sur comment est-ce qu'on peut aider notre vignoble à être moins sensible. Et on est en train de cofinancer une thèse sur le microbiome de la vigne. Quel est l'impact des micro-organismes qu'il y a dans le vignoble, sur les baies de raisin, sur les feuilles? Quel rôle ils ont à jouer dans l'équilibre et la gestion du mildiou? On a des parcelles, vous avez les mêmes qui se sont faites, où le merlot est beaucoup plus sensible et où le petit verre d'eau on fait des rendements tout à fait acceptables. Ça reste de la vigne. Pourquoi le petit verre d'eau gère mieux? Pourquoi le cabernet franc gère mieux? Pourquoi le mildiou l'aime moins? En fait, c'est un peu ça. Qu'est-ce qu'on peut faire pour reproduire ces conditions sur d'autres parcelles? Il y a tout un travail à faire autour de la biodiversité, etc., etc. Donc ce millésime qu'on a pris comme un mur, c'est en fait dans la difficulté qu'on pense qu'on va progresser et qu'on souhaite du coup travailler dur, comprendre encore mieux ce qui se passe et trouver des solutions pour ne pas que 2018 se reproduise, tout en essayant de ne pas utiliser de produits qui posent problème et pour les gens et pour l'environnement. Merci. Étienne. Merci pour elle. Oui, alors moi, par rapport à des stratégies qui auraient fonctionné ou pas fonctionné, c'est très difficile à faire. Il y a tellement de paramètres qui sont rentrés en compte cette année qu'en fait, s'il y avait une solution, j'aurais bien voulu l'avoir aussi. Par contre, il y a plein de choses qui ont été évoquées ce matin. Il y a tout d'abord effectivement la climato, qui a été un paramètre prépondérant cette année, avec des comportements très différents. Même sur une exploitation, à quelques centaines de mètres, on avait des comportements très différents en termes de température et de pluviométrie. Donc quand on a ces données-là, en plus de la donnée de modélisation, qui est un outil, mais il faut encore adapter cette modélisation et ces paramètres avec les conditions locales, il y a déjà des choses qui peuvent changer. Il y a aussi des choses qui ont été évoquées, comme les capacités pour les exploitations à pouvoir intervenir quand il faut et comme il faut. Donc ça aussi, ça a été un paramètre très important, avec du manque de personnel pour des travaux que l'on pourrait croire annexes, mais comme les relevages, par exemple, qui ont été assez importants, avec des retards. Forcément, quand on a des rameaux qui traînent au sol et que l'on relève après, qui ont pris des contaminations, on peut mettre tout le cuivre que l'on veut, c'est trop tard, les contaminations sont dans la parcelle, et on entretient ensuite le mildiou. Il y a des paramètres qui ont été évoqués par Anne, avec notamment tout ce qui est aussi sensibilité parcellaire, que ce soit des cépages, mais aussi le comportement qu'il peut y avoir sur les parcelles. Des problèmes d'humidité, effectivement. Un des paramètres qui a certainement été pas suffisamment pris en compte cette année, c'est les temps d'humectation. Voilà. Donc on avait des pluies régulières, pas forcément à des périodes des gros volumes, mais des humectations permanentes. Le mildiou étant une algue, on comprend très bien comment il a pu se multiplier sur les parcelles. Donc en fait, c'est tous ces paramètres-là qui ont pu être plus ou moins pris en compte et sur lesquels on a pu intervenir, qui ont fait qu'il y a des endroits où ça a marché et d'autres pas. Et sur un même parcellaire d'exploitation, effectivement, on a vu des parcelles qui s'en sont bien sorties et d'autres beaucoup moins. Il y a d'autres paramètres aussi qui sont rentrés en compte. Quand on parle des cépages, c'est aussi la période de floraison. Donc on a vu cette année que les merlots, malheureusement, avaient globalement beaucoup plus pris que les cabernets. Avec là aussi un comportement du cépage, c'est quand le mildiou est dans la grappe, il avait tendance à progresser sur les rafles. Et donc quand on faisait un constat à un instant T, on se disait, bon, on a 30% de perte sur
sur la grappe. Et puis, au fur et à mesure que l'on avançait dans le temps, on finissait par avoir la grappe qui était entièrement détruite. Alors que sur les Cabernets, ça s'est comporté un petit peu plus facile. C'est-à-dire ça, il y a eu des parties qui sont un petit peu indépendantes, enfin, qui sont devenues un petit peu indépendantes, et le milieu a été plus ou moins stoppé. Donc la difficulté, c'est en bio, c'est d'essayer de prendre tous ces paramètres pour essayer d'agir au mieux à l'instant donné. Donc ça veut dire ça demande aussi beaucoup de réactivité pour les exploitants, pour pouvoir savoir quel est le levier qui va avoir le plus d'impact à l'instant T par rapport aux conditions globales de l'exploitation. On a parlé aussi, Stéphane a parlé de pulvérisation. Moi, sur les exploitations que je suis en bio, je les ai tous obligés à revoir leur matériel, en tout cas à tester leur matériel. Ils étaient tous confiants sur la qualité d'application de leur matériel. Donc je serai un petit peu moins catégorique sur le type de matériel, parce que j'ai vu des vieilles rognes qui traitaient beaucoup mieux que des matériels flambant neufs, mais qui n'étaient pas bien réglés. Voilà. Donc quand le matériel sort de l'usine, il a la capacité à traiter comme une voiture quand on passe le contrôle technique, mais après tout dépend ce que l'on en fait après derrière. Voilà. Donc les réglages, c'est très important, et puis on va avoir des différences vraiment assez importantes, avec des fois des histoires de simplement 8 cm de tuyaux d'arrivée de produits. Donc c'est un paramètre extrêmement important sur la qualité d'application. Merci. Pour poursuivre la conversation, j'aimerais vous inviter à répondre aux 3 premières questions. Donc la première, c'est pour rebondir aussi sur ce qu'a dit Stéphane, comment appliquer 800 grammes dans la perspective d'augmenter les doses quand on est limité à 4 kg par an? Alors réglementairement parlant, la plupart des produits vont être tous réhomologués plutôt à 750, donc au lieu de les 800, on dira 750, comme ça, Stéphane, on va régler le problème. On peut aller jusqu'à 750. Après, c'est une histoire là aussi de gestion du temps et du cuivre dans la saison. On peut être amené à mettre des grosses doses comme ça en fonction des pluies annoncées derrière. Alors on va essayer de pallier en fait à l'incapacité à retraiter derrière une pluie avec des volumes de cuivre plus importants. L'idéal étant toujours de pouvoir traiter la veille de la pluie avec une dose, on va dire 400 grammes. Nous, on voit très bien que ça fonctionne dans les essais, à 400 grammes, on y arrive. Mais dans la mesure où on n'a pas cette capacité à rentrer immédiatement derrière une pluie et surtout avant une nouvelle pluie annoncée, on va essayer de pallier à ça en augmentant les quantités de cuivre. Le problème, c'est qu'il faut essayer de gérer le problème mildiou le plus tôt possible dans la saison. Quand on y arrive, on peut arrêter très tôt après le cuivre. Moi, ça m'arrive d'arrêter mi-juin sans problème, dans la mesure où avant, on a réussi à bien calmer. Alors cette année, c'est un petit peu différent parce qu'il y a eu des contaminations assez tardives, mais globalement, on arrive à arrêter assez tôt. Donc, il vaut mieux gérer quand même des quantités plus importantes avant. Et comme l'a dit Stéphane, malheureusement, ceux qui ont utilisé souvent le plus de cuivre, c'est ceux qui ont couru après, qui ont balancé du cuivre. Malheureusement, c'était déjà trop tard. Donc, il vaut mieux avoir une stratégie encore plus préventive et essayer de bien encadrer la période de floraison, pré-floraison. C'est la période primordiale pour moi. D'accord. La question qui suit, c'est pour faire écho à Ludovic. Oh, pardon. Ouais, non, excusez-moi. C'est vrai qu'avant de passer à la question suivante, est-ce que quelqu'un veut réagir par rapport à ce que vient de dire Étienne? Oui. Moi, je veux bien rajouter. Moi, je ne sais pas faire. 4 kilos, si demain on est à 4 kilos, c'est le cas. Je ne sais pas comment je vais faire. Voilà, ça veut dire qu'on va traiter à moins de 10 fois avec des réductions de doses. Cette année, ça n'aurait pas suffi. Donc, moi, je ne sais pas faire, je suis très demandeur. Alors, on a la chance d'avoir le lissage qu'on a réussi à maintenir. Merci Stéphane, entre autres. Parce que ça, c'est important. Effectivement, jusque-là, on voulait nous mettre du 4 kg fixe à l'année et c'est complètement aberrant. Je disais que ça allait même pousser les viticulteurs à frauder par rapport aux quantités de cuivre, parce qu'on nie complètement l'effet millésime. Nous, dans nos essais, on y arrive. À moins de 4 kg, puisqu'on est même à des doses maximales. On avait fait pas mal d'essais avec des 300 grammes maximum par traitement. On y arrive. Alors, millésime 2018, c'est plus compliqué, effectivement, mais la plupart du temps, on y arrive. Donc après, c'est effectivement une histoire de positionnement des traitements. Donc il faut vraiment être très réactif. Et on voit très bien que dès qu'on a une faille dans les applications, ben forcément, après, là, on va commencer à augmenter les quantités de cuivre. Il y avait aussi, tant qu'on y était, peut-être m'avancer sur les nouveaux produits, des produits de biocontrôle qui ont été testés. Nous aussi, on en teste depuis des années. Je ne sais pas s'il y a des distributeurs ou en tout cas des fournisseurs de produits, mais malheureusement, pour l'instant, on n'a pas de produits efficaces en produits de biocontrôle utilisables en bio. Alors,
nouveaux produits, parce qu'après, en biocontrôle, il y a le soufre. Donc oui, le soufre marche très très bien sur Oïdium. Mais dans les nouveaux produits qui sortent à l'heure actuelle, malheureusement, on n'a pas des choses extraordinaires. Anne? Alors, ouais, moi je vais juste intervenir là-dessus. Cette année, en fait, on avait des conditions qui étaient originales, ne serait-ce que pour appliquer un cuivre. Donc, c'était tout le temps mouillé. Les feuilles étaient mouillées régulièrement, tous les organes verts. Donc, la difficulté, en fait, pour protéger un végétal, c'est suivre sa cinétique de pousse, tout en le préservant des contaminations liées avec l'élément eau et la température. Donc il fallait changer de stratégie puisque on ne pouvait pas appliquer un cuivre sur un végétal mouillé, on n'atteint pas la cible. Donc en fait, moi j'ai fait des essais, alors qu'ils ne sont pas des essais scientifiques répétables, mais par contre je pense que c'est une piste intéressante, toujours dans l'optique de multiplier le vivant, d'essayer de donner d'autres sources comestibles. En fait, un végétal, il se fait choper parce qu'il donne le gîte et le couvert. Ça veut dire que dans son cycle physiologique, à un moment donné, il n'est pas en capacité de prendre en charge soit les éléments qui va le fabriquer, ça s'appelle la trophobiose, soit il va se saborder lui-même parce qu'il ne va pas trouver les ressources pour se développer. Donc on est dans ces deux équilibres-là. Et en fait, s'il y a des éléments libres, préhensibles sur le végétal, peut-être qu'on peut se poser la question en disant donnons à manger à d'autres micro-organismes que ceux qui nous enquiquinent. Donc moi j'ai fait des essais sur des produits de céréales lacto-fermentés qui sont intéressants, qui demanderaient à être, je pense, multipliés, suivis dans des conditions scientifiques bien cadrées, de façon à ce que ça puisse être reproductible. Et là encore, je parle de choses très avec un végétal assez équilibré, sur un sol qui n'est pas travaillé, sur une contrainte hydrique qui était celle de cette année, mais en fait, l'azote disponible peut-être pour la plante était pas si disponible que ça. Je peux vous donner aucun élément parce que j'ai une façon de travailler super intuitive en plus, donc c'est difficile de communiquer, mais on a des résultats. Et on attend aussi les travaux de l'INRA là-dessus, savoir est-ce qu'une spore de mildiou peut être bouffée par un poule microbien. Il semblerait que peut-être que oui. Donc ça, c'est intéressant. Après, on a d'autres capacités, nous, en biodynamie. On ne fait pas des miracles, mais on apporte un petit quelque chose en plus pour faciliter l'accès à un cuivre au végétal. Les bactéries, par exemple, c'est 1 micron. C'est 1 micron de superficie, de circonférence. Donc pour pénétrer un végétal, c'est beaucoup plus simple que quelque chose qui fait plus de 10 microns. C'est des choses très simples, en fait, sur lesquelles il faut raisonner. On a des extraits aussi, des extraits de plantes qui sont intéressantes. Moi, j'ai vu à partir du moment où on a arrêté de les mobiliser, je pense à la prêle en particulier, parce que c'est de l'organisation, il faut préparer ses tisanes, préparer pas mal de trucs à l'avance, et ça s'organise. Si on n'est pas organisé et qu'il faut intervenir sans l'avoir préparé, on y va sans. Et à partir du moment où on a commencé à se priver de ce petit truc de plus, on a chopé des contaminations, un peu plus. Voilà. Juste pour clarifier sur le gîte et le couvert que la plante peut offrir à ces bactéries, c'est quoi la trophobiose ? La trophobiose, en fait, c'est un équilibre métabolique de la plante, du végétal, qui va soit être à faire des synthèses, donc protéosynthèse. Donc les produits de la photosynthèse vont être pris en charge par le végétal pour se construire. Ou à l'inverse, en période de maturation, la plante va être peut-être déficitaire en ressources, qu'elle ne va pas trouver, par exemple, contrainte hydrique forte. Elle va se saborder elle-même de façon à retrouver des ressources labiles pour son propre développement. Merci. Je prends la question. Beaucoup de produits conventionnels sont annoncés non toxiques aujourd'hui, mais dans 10 ans. C'est une vraie question et c'est pour ça que le Château Marquis de Termes, on essaie de travailler sur un ensemble d'éléments et on n'est vraiment pas sectaire. Donc avec notre chef de culture, David Houdet, c'est pour ça qu'on fait du bio, qu'on est très ouvert à la biodynamie parce qu'on regarde ça de très près. On a déjà suivi une formation aussi sur ce sujet et on veut développer des points de biodynamie pour les éléments que vous avez évoqués. Et sachant qu'en plus, si on se projette dans 10 ans, on peut très bien imaginer donc des traitements sans cuivre, puisque le cuivre, vous savez, sur la sellette,
Et donc là, on est tous concernés parce que c'est quand même notre molécule miracle dans la viticulture. Et qu'est-ce qu'on ferait dans 10 ans sans la molécule du cuivre? Donc il est important d'y réfléchir. Et c'est pour ça que on teste beaucoup de choses et on réfléchit à se projeter dans l'avenir. Pour faire écho à cette question, une des questions qui était passée, c'était le cas d'une personne qui avait 186 mg de cuivre dans son sol. Et il demandait que lui conseilleriez-vous? Alors le problème du cuivre dans le sol, c'est déjà lié à l'historique. Effectivement, il y a du parcellaire qui a un historique cuivre très important, et donc là, il faut faire avec. Il faut savoir qu'on a diminué les quantités de cuivre, mais des sommes astronomiques, puisque nous, dans nos essais en 2001, notre référence de base, on arrivait à 21 kg de cuivre métal par hectare et par an. Là, maintenant, on est à 3 kg de cuivre métal par hectare et par an. Donc, on a quand même grandement diminué les quantités utilisées à l'heure actuelle. Ensuite, les quantités de cuivre, elles sont très dépendantes aussi de la nature et du fonctionnement des sols. Quand on a un sol qui fonctionne bien, avec un complexe argilo-humique qui fonctionne bien, avec de la matière active, on arrive en fait, si vous voulez, à neutraliser le cuivre. Alors, il est toujours présent, mais en tout cas, il n'a pas forcément la toxicité qu'il peut avoir si on le prend de façon brute, comme on l'a sorti du pulvérisateur. Donc, quand on a des problèmes de phytotoxicité, c'est souvent lié aussi à tous les autres travaux que l'on peut mettre dans le sol et au fonctionnement du sol dans son état global. Sur la notion du cuivre dans les sols, je voulais juste partager l'expérience de Palmer, où on a fait des analyses, il y avait des analyses de sol depuis 1997 avec des dosages de cuivre dans les sols. Quand on a voulu expérimenter le bio et la biodynamie, évidemment, le cuivre était au cœur de nos préoccupations. Donc en 2007 et 2008, on a fait aussi des analyses de sol avec le dosage du cuivre. Et après 10 ans pour les parcelles les plus anciennes et puis 4 ans pour les dernières parcelles passées en biodynamie, on a refait l'année dernière des analyses de cuivre dans nos sols. Ma grande surprise, entre 1997 et 2007, où la propriété était en conventionnel, les doses de cuivre ont clairement augmenté dans les sols. Et entre 2007 et 2017, entre 2007 et 2017, je vais y arriver, les teneurs en cuivre dans les sols ont baissé. Donc la conclusion, ça peut être évidemment qu'il y a un problème d'échantillon ou d'analyse au laboratoire. Ça peut être aussi lié à notre façon de travailler. Et clairement, le fait d'être en biodynamie, d'avoir des sols vivants, des couverts végétaux, etc. Le cuivre s'est pas envolé, mais par contre, il est fixé et il a plus ce rôle de toxicité dans les sols. Donc la notion d'accumulation de cuivre dans les sols, il faut aussi la prendre avec un peu de recul parce que finalement les conventionnels sont aussi concernés vu qu'ils utilisent aussi du cuivre et ça posera peut-être plus de problèmes sur des sols en conventionnel et désherbés, j'en parle même pas, que sur des sols en biodynamie ou en bio d'ailleurs. Bon, on est d'accord que les métaux lourds, c'est pas non plus la panacée, quoi. Ah, on est bien d'accord qu'on se contente pas du cuivre. Aujourd'hui, c'est la solution qui semble la plus, qui nous apparaît à nous dans nos convictions la moins dangereuse pour les gens, les consommateurs, les utilisateurs et pour l'environnement. Parce qu'il faudrait peut-être aussi doser les autres molécules qu'on utilise dans les sols. Ça, aujourd'hui, il n'y en a pas d'analyse dans ce sens. C'est la molécule qui nous semble la plus adaptée et la moins dangereuse. Maintenant, c'est pas une pleine satisfaction d'utiliser du cuivre, bien évidemment. Donc, on travaille aussi beaucoup depuis 10 ans sur la réduction des doses de cuivre. La nouvelle réglementation à 7 kg par hectare et par an, lissée sur 7 ans. J'ai fait l'exercice de faire ces calculs sur Palmer par rapport à ce qu'on fait depuis 10 ans, avec évidemment un millésime 2018 où on dépasse ces doses. Aujourd'hui, ça marche. Donc, cette nouvelle dose de cuivre, elle ne pose pas de problème. Et c'est clairement très, très inférieur à ce qui était fait et ce qui pose problème aujourd'hui dans les sols. Donc, on hérite d'un
d'un cumul de cuivre dans nos sols qui n'est pas lié à la norme des pratiques aujourd'hui et vers lequel on tend. Mais bien sûr, il faut continuer à travailler nous, on fait beaucoup d'essais sur des tisanes de plantes. On a fait des essais sur les protéodies. Je vous ai dit qu'on travaillait sur le microbiome, sur la biodiversité. Voilà, il y a certainement des pistes à creuser pour utiliser moins de cuivre. Et ça, c'est évidemment un objectif. Ouais, mais vas-y. Un petit complément peut-être là-dessus, et c'est là qu'on peut diverger un peu dans nos approches. Nous, on n'est pas d'accord sur le fait que le cuivre soit la molécule la plus neutre. Vous n'avez pas utilisé ce mot-là, vous avez dit la moins toxique, quoi, en gros. Bon, là aussi, il faut rester objectif. Si on regarde les phrases de risque, notamment des bouillies, des hydroxydes et autres, elles posent problème par rapport à d'autres produits phyto, notamment le biocontrôle, qui ne sont pas classés. H410, H300 et quelques, c'est quand même un réel problème sur les eaux, avec des effets très toxiques et durables. Donc, on n'invente pas, je veux dire, ça c'est l'homologation. Donc moi, ça me pose problème, pour en revenir au cas soumis à 186 mg de Q dans un sol, c'est énorme. On a une activité agro importante dans notre équipe, on ne fait pas que du phyto, donc on prend ça aussi en compte. Et il faudrait voir le pH, il faudrait voir pas mal de choses pour avoir une idée de la situation, mais sur le fond, sur le raisonnement, c'est quand même un problème de continuer à partir en cuivre sur des sols qui en sont gavés, quoi. Moi je ne veux pas être associé à cette démarche-là. Donc on sait aujourd'hui qu'un sol arrive à détoxifier ou à neutraliser à peu près 3 kg de cuivre en métal par hectare et par an. À partir du moment où on est au-dessus, alors ça sera sans doute du très long terme, mais il ne faut pas parler d'agriculture durable en ce sens-là, quoi. Enfin, là c'est plus la technique ou la science. Il arrive au moment où il faut vraiment se poser des questions. Nous, on se les pose. C'est pour ça qu'on travaille beaucoup avec des réductions de doses de cuivre associées à des biocontrôles. Et on arrive même en 2018 à être à 2,5 kg hectares. Donc là, ça me paraît plus c'est pour ça qu'on met en avant, ça me paraît plus cohérent de partir dans cette optique-là que de rester en cuivre seul. On mettait pas mal d'espoir sur les séries Visiane et maintenant le blason, l'autre molécule qui est sortie. C'est vrai qu'on a essayé sur des surfaces importantes. C'est censé amener une certaine systémie, ce qui est quand même relativement révolutionnaire en bio. Bon, mais il se trouve que, tu l'as dit, Étienne, ce n'est pas des produits qui amènent l'efficacité qui était annoncée, a priori, ou dans des conditions de contamination élevées. Donc, sur Iridium, ça marche. Sur Iridium, ça marche, mais compte tenu du coût hectare par rapport à 2-3 kg de soufre... oui, mais quelque part, tu l'as dit tout à l'heure, c'est pas l'Odium qui a gêné non plus cette année, c'est vraiment le médio. Donc, le positionnement qu'on a, nous, en tant qu'on n'est que conseiller, donc il arrive un moment où il faut aussi essayer de voir sur du long terme. Et, nous, ça nous pose problème, ça. Voilà. Moi, je ne veux pas être associé à des doses de cuivre hectare supérieures à 3 kg par hectare et par an, encore moins dans des situations qu'on sait qui est réelle, probablement, et qui nous a été soumise. Voilà. La question que nous, on se pose, parce qu'en fait, quelque part, dans notre démarche, ça fait quand même 25 ans qu'on voit des vignes, moi je suis plus vieux de l'équipe, mais les autres un peu moins, on a dépassé ce stade de bio ou pas bio. En fait, les questions qu'on se pose aujourd'hui, nous, on ne se les pose plus. On a fait notre choix. À la limite, c'est au viticulteur de choisir. Il veut aller en bio, on lui explique les tenants, les aboutissants, ce qu'on sait faire, ce qu'on ne sait pas faire. Il y a d'autres conseillers qui peuvent être sollicités si nécessaire. Nous, on oriente beaucoup plus dans une démarche dite de précision. On parle beaucoup d'agriculture de précision aujourd'hui. Ça me paraît beaucoup plus d'avenir. Il y avait hier à BSA, il y avait une journée, sans doute certains d'entre vous y étaient, où il y a des chiffres qui ont été donnés, notamment en matière de céréales. Alors, je fais un parallèle qui peut-être va vous surprendre, mais et par rapport à l'azote, surtout toutes les grandes cultures sont depuis longtemps confrontées à des problèmes environnementaux, notamment les nitrates. Ça date pas d'hier. Et on nous a montré, je crois que c'était quelqu'un de Limagrin ou peut-être même quelqu'un de BSA, une courbe qui était hyper parlante et qui nous montre en fait ce qui va se passer très probablement en viticulture. On verra, hein, on refera une réunion comme ça aujourd'hui, plus tard. Les rendements en blé ont suivi la quantité d'azote consommée. C'était spectaculaire. Hein, c'était linéaire. Plus je mettais d'azote, plus il y avait de rendement. Jusqu'en 90, dans les années 90. À partir des années 90, sans doute sous l'effet de la réglementation qui a dû imposer pas mal de réflexions et de
raisonnement autour de l'utilisation de l'azote. La quantité d'azote a perdu jusqu'à maintenant 20%. Donc d'un indice 100 en 90, on est passé à 80. Mais les rendements ont continué à augmenter dans les mêmes proportions. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on utilise moins d'intrants et on a toujours les mêmes résultats économiques. Moi, je crois qu'en viticulture, on va aller dans cette optique-là. On arrivera à traiter moins, peut-être pas dans les conditions de réduction qui sont parfois un peu utopiques, mais je pense qu'on doit pouvoir continuer à améliorer ces choses-là. Et les céréales ont progressé grâce à la viticulture précision, c'est-à-dire ils sont capables, avec l'assistance GPS, l'autoguidage et tous ces trucs-là, ils sont capables d'amener la bonne dose au bon endroit et du bon produit. Voilà. Moi, je crois beaucoup plus à ça. C'est pour ça d'ailleurs qu'on est parti depuis 2012 sur du matériel de cartographie de vigueur embarqué. Il y a des drones, il y a du satellite, il y a aujourd'hui plein de choses. Ça permet de localiser les phytos. Alors, on s'en sert très bien en antibot, de façon binaire on-off. On met un antibot sur les zones de vigueur élevée, on n'en met pas sur le reste. Que le produit soit bio ou pas, c'est même plus le problème, c'est au choix des viticulteurs. Donc on utilise moins et il est évident qu'on arrive en milieu, aujourd'hui c'est pas encore opérationnel, Marc l'a très bien expliqué hier à BSA, il arrive à avoir des réductions de 30% en fonction de la vigueur, donc ça c'est quand même vachement encourageant. Moi je crois beaucoup plus à ça, plutôt qu'une opposition en fait, parce qu'on est quand même, on sent encore, même aujourd'hui où il se dit des choses qui ne se sont encore jamais dites, il s'écrit des choses qui ne se sont jamais écrites, on est quand même dans une opposition bio-pas bio, et c'est complètement stérile en fait. Voilà. Ouais. Écoutez, je vous remercie. Ludovic, vous vouliez ajouter quelque chose? Moi, ce que je ressens à travers tous ces échanges, c'est qu'on identifie clairement un besoin de connaissances, de recherche fondamentale sur, par exemple, les effets du cuivre, et ça rejoint la présentation de Monsieur Roux, quoi. On est là un petit peu désemparés parce que, oui, ça transcende même le débat bio, pas bio. Et en fait, comme on a d'autres présentations, j'aimerais écourter un petit peu, mais la question numéro 3, c'est une question, mais c'est aussi un petit peu une conclusion. On peut finalement se demander si l'agriculture responsable ne doit pas être anti-économique. C'est aussi ce que Ludovic nous avait dit d'entrée de jeu, quoi. On est là face à des questions sur lesquelles, pour répondre, on manque de connaissances tangibles, on dirait. Et que ça va être, je l'espère, à travers ces échanges, qu'on arrive à trouver des innovations. Peut-être avec une combinaison d'éléments où le pilotage satellitaire avec la compréhension de l'écophysiologie de la vigne va nous permettre de trouver un nouveau produit. Enfin, bon, je vous remercie vraiment pour avoir accepté de jouer le jeu, parce que je suis conscient que c'est un petit peu des sujets polarisants, donc merci beaucoup pour votre ouverture d'esprit. Et je pense que je vais vous demander de laisser la place aux autres en vous remerciant beaucoup.